Bienvenue à tous les curieux. Oui, c'est un exploit, oui, que j'attendais. Ça fait 2 ans que j'attends ça, donc c'est clair que je suis content, c'est bien. Tous les pays du monde regorgent de sites fabuleux créés par l'homme ou la nature. Des lacs, des forêts, des montagnes, des vallons ou des canyons dont les couleurs sont magnifiques et dont la perspective et le style ressemblent trait pour trait à un tableau, une œuvre d'art. Ce sont de véritables chefs-d'œuvre naturels. Le plus souvent, ces lieux existent à l'insu des personnes qui en sont pourtant très proches géographiquement. Aujourd'hui, je vais vous présenter un site français qui vous emmènera dans un voyage au centre de la Terre, comme l'écrivait Jules Verne au 19e siècle. Un lieu grandiose et inattendu, un site majestueux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais découvrir le gouffre de Padirac. Dans cet endroit du sud-ouest de la France, appelé historiquement le Quercy, s'est formé à l'époque du Jurassique, à la préhistoire, un immense plateau calcaire appelé les Causses. Ce plateau se situe à l'est du Massif central. Ce gigantesque amas de calcaire est dû à une sédimentation facilitée par l'envahissement généralisé d'eau de mer dans une zone littorale, à cause d'un affaissement ou d'une montée des eaux et qu'on appelle transgression marine. En effet, à l'époque, la région ressemblait à une immense lagune, totalement immergée. Les géologues ont déterminé 2 subdivisions précises de création calcaire à l'époque jurassique concernant les Causses. La fin du Bajocien et le début du Battonien. 2 strates superposées qui feraient remonter la formation de la roche à moins 168 millions d'années environ. La formation des galeries qui courent sous le plateau est, elle, beaucoup plus récente que la roche elle-même. Elles se sont formées il y a seulement 2 millions d'années environ au cours de l'ère quaternaire. Quand la Dordogne, un fleuve qui coule du puits de Sancy à l'estuaire de la Gironde, a trouvé son lit, l'érosion hydrochimique et hydraulique appelée karst a pu débuter. C'est ainsi que des milliers de galeries souterraines se sont formées à cause de fortes pluies ou d'infiltrations, puis ont grossi et se sont rejoints pour la plupart, formant un dédale de cours d'eau au cœur de la roche. Le gouffre en lui-même s'est aussi créé par creusement karstique très lentement, couche après couche. Mais il est toujours impossible aujourd'hui de savoir exactement quand le plafond de l'immense salle souterraine qui surplombait la rivière a cédé pour laisser place à ce trou béant. Les théories les plus récentes avancent que plusieurs périodes successives de glaciation ont dû fragiliser la roche à cet endroit, la rendre de plus en plus perméable jusqu'à ce qu'elle finisse par céder sous le poids des eaux et forme enfin ce puits abyssal. Aujourd'hui, le site est l'objet d'un émerveillement contemplatif et curieux, mais aussi celui des pires fantasmes et de théories inhérentes à ce type de rareté géologique. Mais s'il fallait le décrire d'une manière à la fois réaliste et littéraire, nous pourrions dire ceci. Il s'agit d'une entrée monumentale vers les entrailles de la Terre, le paradis des alpinistes et des spéléologues. Ce portail circulaire mesure environ 35 mètres de diamètre et il est profond d'environ 103 mètres. Il est situé à Padirac, au nord de la commune de Gramat, dans le département du Lot, en Occitanie, et à 8 km seulement de Rocamadour, un autre site majestueux. Plusieurs expéditions ont été organisées pour percer à jour les secrets du gouffre, de la rivière souterraine de Padirac et de ses 55 km de galeries. Il apparaît qu'avant la fin du 19e siècle, le gouffre et la rivière souterraine ne communiquaient pas encore. En effet, plusieurs personnes, dont le comte Murat et un ami, étaient descendus au fond du puits au moyen d'une corde à la suite d'un pari, mais n'avaient pas vu la rivière. L'explication la plus probable est qu'une forte pluie a creusé un orifice reliant aujourd'hui le gouffre et la grande galerie où coule la rivière, faisant ainsi communiquer la surface avec le cours d'eau souterrain. En 1889, Édouard Alfred Martel, le père de la spéléologie moderne, entreprend l'exploration du gouffre. Ce passionné de Jules Verne, de sciences naturelles et de cartographie entre autres, obtient le premier prix de géographie au concours national des lycées à 18 ans. Ayant obtenu une licence de droit, il devient avocat auprès du tribunal de commerce de la Seine. Mais sa véritable passion, sa vocation, ce n'est pas d'être devant les prétoires, mais sous la terre. Il voyage uniquement dans ce but et visite des grottes et des cavernes aux 4 coins de l'Europe. Comme les grottes d'Adelsberg en Slovénie, mais aussi celles de Gargaz dans les Pyrénées. Il se rend également en Autriche, en Allemagne et en Italie notamment. Par ailleurs, il prend bien soin de cartographier tous les lieux qu'il visite avec minutie. C'est en 1883 qu'il commence à s'intéresser au vaste plateau des Causses, bordé par des fleuves et des rivières comme le Tarn, le Lot ou la Dourbie. Il explore avec des amis des cavités en Lozère et dans le Gard, dans le but de les identifier et de les cartographier, donnant ainsi naissance à la spéléologie, telle que nous la connaissons aujourd'hui. En 1889, il publie Les Cévennes, un ouvrage rendant compte de toutes les observations qu'il a pu faire des pays
paysages de cette région, insistant sur leur beauté et leur singularité. C'est cette même année qu'il entreprend l'exploration du gouffre de Padirac. Le 9 juillet, Martel l'explorateur arrive sur le site avec 3 compagnons expérimentés et ils descendent dans le puits à l'aide d'une échelle, assurée par 6 manœuvres. À 54 mètres de la surface, ils relèvent la topographie des lieux et prennent des photographies. Ils explorent l'amont de leur point de chute, notamment la galerie de la Grande Arcade, mais aussi la rivière en aval, via un passage creusé seulement quelques années auparavant par des pluies diluviennes. Ils descendent jusqu'à une profondeur de 103 mètres, visiblement le point le plus bas des lieux. Ils s'enfoncent ensuite dans plus de 400 mètres de galerie avant de faire demi-tour. Le lendemain matin, ils reviennent équipés d'un petit bateau, le Crocodile, sur lequel embarquent Martel et Gopila, un ami. Ils naviguent alors petit à petit, quelques heures quotidiennement, durant une trentaine de jours et arriveront à s'enfoncer sur plus de 2 km. La profondeur des eaux étant variable, tout comme la topographie et l'apparence des lieux. Passant de grandes salles à des tunnels étroits, les explorateurs décident d'arrêter là leur périple tout en se promettant de revenir plus nombreux et mieux équipés. Un peu plus d'1 an plus tard, le 9 septembre 1890, 3 bateaux sont mis à flot au fond du gouffre. Martel remonte une pente et découvre une immense salle de 60 mètres par 40 mètres et haut de plus de 70 mètres. Il la nommera la salle des sources du Mammouth. Ils reprennent la navigation et s'arrêtent à bout de force 500 mètres après leur premier terminus. Ils sont forcés par la Grande Barrière, une coulée stalactitite de plus de 18 mètres, à faire demi-tour malgré eux. Appuyé par l'abbé Joseph de Laroussil, le curé du village, Martel décide d'acheter le terrain pour en faire un site touristique. En 1896, le nouveau propriétaire du site descend avec l'ingénieur Fontaine afin qu'ils étudient les aménagements touristiques envisageables pour le gouffre lui-même, mais aussi la rivière. D'autres expéditions se poursuivent par la suite. En 1898, Armand Viré explore une galerie affluente qui porte aujourd'hui son nom, sur plus de 200 mètres. L'année suivante, Viré, aidé d'Edmond Albe, décide d'escalader la Grande Barrière pour voir ce qu'elle cache. Il élargit le laminoir à son sommet à l'aide d'une pointerole et d'un marteau. Il découvre alors que la rivière se poursuit derrière. Le 9 mai, il surplombe un énorme empilement de strates appelé les terrasses. Martel franchit ces dernières en décembre 1899. En 1900, il décide de reprendre seul les rênes des expéditions et évince Viré et Albe. Il gagne encore 250 mètres et s'arrête devant la barrière du fuseau. Il déclare alors ce point comme la fin humainement possible et interdira toute nouvelle expédition du gouffre et de ses galeries. En tout, Martel a parcouru et topographié 2750 mètres de galeries, dont 2300 d'une voie considérée comme principale. Malgré la volonté de Martel de cesser toute expédition, celles-ci reprennent en 1839 grâce à William Beamish, le président de la société d'exploitation du gouffre de Padirac, qui abroge l'interdiction pour ses amis Guy Delavore et Raymond de Candolle. Les 2 hommes escaladent le terminus de Martel et aperçoivent une continuation à la barrière des fuseaux. Ils avancent de 20 mètres puis sont bloqués par une coulée stalagmitique. Un orifice de 12 mètres de haut les surplombe. En 1938, Lavore est de retour à Padirac et franchit une nouvelle barrière qui porte aujourd'hui son nom, puis prolonge de 400 mètres son avancée dans la reconnaissance de la rivière. Les expéditions ne reprendront qu'en 1947 à cause de la Seconde Guerre mondiale. Pour tenter de découvrir où les eaux ressortent, 75 kilos de fluorécéine sont déversés et ressortent à Mont-Valent. Après de fortes pluies cette même année, toute trace de produits chimiques est éliminée. Fin 1947, Guy Delavore mène une nouvelle expédition qui se solde par une avancée de 150 mètres mais dans la boue. L'année suivante, il tente une remontée de la rivière par son exurgence à Mont-Valent, aidé d'un scaphandre autonome conçu par Cousteau et Gagnant, et vêtu d'une combinaison anti-froid en caoutchouc. Il est arrêté à 50 mètres et déclare que l'espace est impraticable. Il est donc impossible, selon lui, de retrouver le gouffre par cette voie. La plus grande expédition du site a eu lieu cette même année, 1948, et comprenait aussi bien Lavore et Robert de Joly qu'un bataillon militaire commandé par le lieutenant Auriol. 18 bateaux sont mis à l'eau avec quantité de matériel prêté par le génie. Jean Dedon et plusieurs militaires découvrent une grande stalagmite qu'ils baptisèrent Colonne Dedon, après avoir remonté la rivière menant au déversoir. Interrompue par l'extrême fatigue des hommes et l'usure non négligeable de leur matériel, l'expédition se clôt alors que la limite de reconnaissance a encore été repoussée de 200 mètres et que 5 km de galeries ont été topographiées. Cette expédition fut filmée et sortit en 1949 un court-métrage de 17 minutes
site intitulé Padirac, rivière de la nuit. En 1949, une expédition beaucoup plus légère est organisée avec Lavore, Joly et Dedon notamment. De manière à avancer le plus loin possible, le matériel est limité à 25 kg par personne. C'est un succès avec une reconnaissance topographique allongée à 6 km. En 1962, le spéléologue de Paris, composé de 27 hommes, réussit à découvrir plus de 3 km de nouvelles galeries et font l'objet d'un documentaire dans les coulisses de l'exploit. En 1983, Jean-François Fabriol et Michel Durand découvrent le boulevard Durand, un passage long de 1400 mètres au bout duquel se trouvent des silex taillés, des bois de cerf, ainsi que des os de rhinocéros et de mammouth. Dans les années 90, c'est la commission Padirac du comité départemental de spéléologie du Lot qui autorise les expéditions. Ils en organisent 2 par an et les spéléologues du monde entier sont conviés pour faire avancer les découvertes. Les progrès techniques et matériels ont grandement facilité leurs recherches. Il existe un bivouac équipé d'un tellurophone à 5 km de la surface, afin de communiquer avec l'extérieur. Petit à petit, les exurgences sous Mont-Valence sont désobstruées. En 1996, Bernard Gauche plonge dans l'exurgence de la Finou et après 22 siphons réapparaît à la rivière de Lavore. Des amis le raccompagnent jusqu'au bivouac des 5000, puis il sort du puits de Padirac. Ce que Guy de Lavore pensait infaisable vient d'être accompli. En 2015, des spéléologues remontent un cours d'eau souterrain depuis sa résurgence d'Écosse et débouchent dans le gouffre de Padirac sans y être préparés. Un nouveau passage est donc découvert de manière inopinée. Dès sa découverte, Martel entreprit de transformer l'endroit en site touristique. Il charge alors Armand Viré de l'aménagement du gouffre, dès 1897. Un escalier métallique est construit et l'inauguration officielle a lieu le 10 avril 1899. 2,5 km de galeries sont visitables, les 6 mois de printemps et d'été sur les 42 km déjà explorés. On installe l'électricité dans le gouffre en 1900 et une petite centrale l'alimente dès 1906. Depuis les années 30, c'est un ascenseur qui vous emmène à la rivière souterraine, puis la suite de la visite se fait à pied et en barque, avec un guide. Environ 1300 mètres à pied et 1 km en barque. Ne passez pas par-dessus bord car l'eau est à 12 degrés et la profondeur varie entre 6 mètres et 50 mètres. 85 saisonniers vous attendent pour vous faire découvrir ce site absolument grandiose. Le site le plus impressionnant, le plus spectaculaire, c'est sans aucun doute le gouffre de Padirac. C'est une société privée qui gère l'endroit depuis 1996. Avec plus de 400 000 visiteurs par an, c'est le site souterrain le plus visité de France et c'est un juste retour des choses. Mais sa notoriété reste encore trop confidentielle comparé à d'autres lieux. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur le gouffre de Padirac. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager, à laisser des commentaires et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte. Soyez curieux.